Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on poursuit avec Maître Anne-Marie Dion, avocate criminaliste. Et on parle, oui, j'ai oublié de vous dire, on parle de faculté affaiblie, les conséquences, peut-être bientôt faculté affaiblie, pas juste avec l'alcool. Hein? On sait que la loi sur le marijuana s'en vient, alors on parle de tout cela dans quelques secondes avec Maître Dion. Maître Dion, bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour, merci beaucoup. Maître Dion, cette semaine, on parle des facultés affaiblies. Oui. On a toujours dans notre esprit, je pense, consommation d'alcool. Là, ça va changer un peu, mais il y a des conséquences à tout ça. On entend beaucoup les campagnes de prévention, puis je pense que c'est tout à fait adéquat. Vous allez aujourd'hui nous parler des conséquences de ça, puis comment ça fonctionne, là, Oui, effectivement, mais juste avant, Maître Hébert, Oui. avant qu'on se lance dans les facultés affaiblies, parce que c'est assez complexe et il y a beaucoup de détails à donner, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a discuté dans une autre émission, la non-responsabilité criminelle. Alors, je voulais juste préciser, faire le parallèle. Il y a aussi l'aptitude à subir un procès, qui n'est pas la même chose que la non-responsabilité. Puis souvent, les gens vont mélanger les concepts. Donc, en fait, l'aptitude à comparaître, c'est une situation où la personne est tellement en psychose, dans une situation de santé mentale difficile, qu'elle ne comprend même pas le fait de passer à la cour. Donc, c'est vraiment une étape plus haute. Et là, on va demander de faire évaluer la personne pour son aptitude à comparaître, son aptitude à subir son procès. C'est des situations qu'on a vues aussi dans les médias quelquefois. C'est un contexte où on sent, nous, comme avocats, que la personne ne sait même pas c'est quoi un avocat, c'est quoi le rôle de la cour. Donc, c'est encore plus extrême. Puis c'est une situation où les gens peuvent ne pas passer à la cour et ultimement, éventuellement, être acquittés de l'infraction parce que jamais ils ne deviendront aptes à subir un procès. C'est ça, s'il y avait un procès. Effectivement. Ils ne pourraient pas se défendre, en fait. On a parlé justement la semaine dernière de cas connus là, à travers le monde, dans une ville, un village. Il y a des gens, on sait que cette personne-là a des problèmes de santé mentale. Puis il y a vraiment une différence entre les deux aspects. Donc, quand on entend aux nouvelles parfois que la personne a été évaluée pour son aptitude et inapte à subir un procès, c'est complètement différent d'être non responsable criminellement. Puis je trouve que c'est un parallèle intéressant, finalement, parce que, est-ce que je pourrais dire... Là, je vais dire, je fais pas de blague avec ça, la conduite avec les facultés affaiblies. Mais est-ce que je pourrais dire, ben là, j'étais chaud. C'est pas de ma faute. Ils ont mis quelque chose dans mon verre. Bon, est-ce que... On parle de défense... Je vous laisse démystifier tout cela. On parle de défense d'intoxication. Il y a l'intoxication volontaire, involontaire. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais... Si on parle de la faculté affaiblie, par exemple, non, c'est pas un moyen de défense, l'intoxication volontaire, parce que ça vient avec, en fait, c'est qu'on prend de l'alcool ou on prend des stupéfiants, alors forcément, on s'intoxique. Donc, c'est pas un moyen de défense qu'on peut faire valoir à ce moment-là. C'est un crime c'est un peu plus dans les détails, mais c'est un crime d'intention générale et non d'intention spécifique. Alors, j'ai pas besoin de formuler l'intention de vouloir conduire avec les facultés affaiblies. Je suis arrêté, j'ai faculté affaiblie. Oui, c'est ça. Merci, c'est pas une défense qu'on peut invoquer, ça vient comme ça. Les Anglais, j'aime bien le DDD, le Don't Drink and Drive. Oui. Là, ça veut tout dire. Si tu ne bois pas si tu conduis. Non, effectivement. Donc, c'est pas un moyen de défense qu'on peut faire valoir, malheureusement. Là, bientôt, dans la période des fêtes, pas bientôt, mais dans la période des fêtes, on trouve souvent des barrages parce que c'est une période de l'année où il y a des parties de bureau, etc. Là, au courant de l'année, on va voir ça de temps à autre. C'est ça qu'on fait. Là. Si j'arrive là puis j'ai plus que 0,08... En fait, comment ça fonctionne, un barrage? C'est que les policiers vont vous poser des questions. Généralement, ils vous font baisser votre fenêtre, ils vont vous demander d'où vous arrivez. Parce qu'il faut comprendre, c'est que la loi permet aux policiers de vérifier votre état de conduire. Donc, le Code de la sécurité routière au Québec a un article spécifique qui vient dire qu'on peut vérifier l'état de conduire d'un conducteur. J'enquête. Oui, effectivement. Donc, on peut voir, vous arrivez de où? Avez-vous bu? Généralement, dès que la fenêtre s'ouvre, l'odeur d'alcool
va venir au nez du policier. Il faudrait demander, c'est ça, bon, au policier, alors c'est comment, sûr que là, il y a ça. des questions qui peuvent se poser. Quand le policier, suite à ces questions, suite au comportement du conducteur, perçoit qu'il est possible qu'il ait les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, à ce moment-là, il peut demander à la personne de se ranger sur le côté de la route. Et là, on va faire le test qu'on appelle l'ADA, en fait, qui est l'ADA. C'est ADA. Ah, okay. C'est un appareil de détection d'alcool approuvé. C'est un appareil dans lequel le citoyen va souffler et ça ne viendra pas donner un taux d'alcool. Donc, on n'aura pas de chiffre, mais il y aura un mot décrit. Et lorsque le mot écrit est faible... Arrêtez-le. Oui, bien on sait en fait que la personne a plus que la limite permise d'alcool dans son sang à ce moment-là. C'est pour ça que... Bien là, je comprends, on arrête la personne, on l'amène. Et là, au poste, on va lui faire subir le test d'alcotest. Parce que c'est comme si une lumière s'allumait, disait il y a un problème, là, il y a une consommation. Là, je parle dans les généralités, il faut comprendre, parce que l'ADA n'est pas toujours utilisé, tout ça. Là, donc, il y a plusieurs cas où ce n'est pas utilisé, mais... Il peut arriver que c'est utilisé. Quand c'est utilisé et qu'on échoue ce test-là, le policier, à ce moment-là, est en droit de nous placer en état d'arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. Et là, on nous amène au poste de police pour souffler dans l'appareil qui, lui, va déterminer le taux d'alcool à ce moment-là. Et là, on saura si on n'a plus que la limite permise. Est-ce que... je ne veux pas rentrer trop dans la technique. Là, puis, si, par exemple, je sens l'alcool, le policier... dit, bien, vous sentez beaucoup l'alcool, bien, il me met en état d'arrestation, m'amène au poste. Il y a un délai là, qui s'écoule entre les deux. Puis là, je souffle dans l'appareil de détection, puis j'aurai juste le niveau. Est-ce qu'on va dire, bien, vous ne l'aviez pas il y a 30 minutes, ou c'est à partir de ce moment-là? Le taux enregistré là, au poste de police, c'est le taux auquel on va tenir compte. Donc, c'est le taux qui va être dans la preuve. Alors, si on dépasse plus de... c'est 0,08. Alors, si on est en haut de 0,08, on va être accusé d'avoir eu plus de 0,08 dans notre sang à ce moment-là, effectivement. Je présume que ça ne doit pas se diluer si rapidement que ça. Là, c'est du cas par cas, en fait. Ça dépend des gens. C'est sûr qu'on a eu des formations aussi sur... Il y a des phases d'absorption de l'alcool et d'élimination de l'alcool. Il y a des plateaux dans tout ça. Il y a toutes sortes de contextes. Mais ça dépend des individus, ça dépend de notre constitution, de notre système sanguin, tout ça. Ça va dépendre de notre grandeur, notre poids, est-ce qu'on a mangé ou pas. Donc, il y a toutes sortes de variantes dans cette absorption-là de l'alcool, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Est-ce que nécessairement, on va porter une accusation si on a un taux où on pourrait dire... maintenant, les véhicules, les autopatrouilles sont pas mal tout équipés de caméras. La personne zigzague, une conduite erratique, blabla. Finalement, on l'arrête, ça dit oui, passe le test, puis il y a 0,08. Bon, est-ce qu'on pourrait quand même l'accuser? On peut quand même l'accuser, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux chefs d'accusation en matière de facultés affaiblies qui sont la plupart du temps portés. Il y a la conduite avec les facultés... Bien, la conduite, en fait, avec un taux d'alcool supérieur à la limite permise, et il y a l'accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool ou la drogue. C'est comme ça que l'article est écrit. L'article qui parle de l'accusation, en fait, qui parle du taux d'alcool, ça, évidemment, c'est lorsqu'on a un taux supérieur à la limite permise, on porte l'accusation. Mais l'autre, effectivement, c'est en fonction des symptômes que le policier a constatés, en fonction des faits, des circonstances entourant l'interception, l'arrestation. Exemple, un citoyen suit un véhicule là, parce que, justement, il a une conduite erratique, on prend le numéro de plaque, il y a un témoin qui constate des éléments, bien, il va faire partie de cette preuve-là. Il va faire partie de la preuve sur le chef d'accusation des facultés affaiblies à ce moment-là. Est-ce que les conséquences sont les mêmes s'il y a une... Oui, sont les mêmes. En fait, c'est généralement pour les facultés affaiblies et pour le 0,08, et là, je vais entrer dans les détails en essayant d'être clair, quand on est en bas du double de la limite permise. OK? Donc, on va parler de... c'est parce que c'est le contraire, là. Oui. En bas, c'est 0,20, on est en bas de la limite, ou on est en haut de la limite? On est en haut. OK? Donc, quand on est à 0,08 jusqu'à 0,16, ça, c'est en bas du double. Quand on est à 0,16 en montant, on est supérieur au double de la limite permise à ce moment-là. Et là, il y a des conséquences plus graves, plus sévères à ce moment-là. Donc, si on s'en tient à la base, donc en bas, 0,16 et moins,
et faculté affaiblie tout court, oui, c'est les mêmes conséquences, qu'il y ait un taux ou pas. Mes souvenirs, légers souvenirs de l'université, c'était... là, j'ose plus le dire parce que je m'en souviens pas exactement, mais il y a un niveau où on dit, ça, techniquement... Je vais encore utiliser un anglicisme. Tu es passé out là, quand tu es à ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'on détermine c'était quoi, ce point 20? Des fois, on entend la personne était à point 25. Oui, c'est ça. Là, on dit point 25. Oui, c'est très élevé, effectivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du cas par cas aussi. Ça dépend des gens. Une personne qui a un problème d'alcoolisme, par exemple, qui est habituée de boire tout le temps, tous les jours, à une fréquence régulière, bien, peut-être qu'elle peut se retrouver à exemple, point 24, donc 240, nous, on va dire, mais puis ne pas avoir l'air si intoxiqué que ça, oui, ça peut arriver. Cependant, bien, effectivement, pour le commun des mortels qui boit de manière sporadique, bien, effectivement, il y a des taux dans l'imaginaire, là, quand on dépasse le double de la limite permise, on peut s'approcher du coma éthylique, on s'approche de situations où la personne, comme vous dites, est plus vraiment là. Non, bon. Effectivement. Puis, il y a quelques semaines, on a eu le cas de M. André Boisclair qui a refusé de souffler. Oui. Les conséquences sont en fait... C'est pas une bonne idée, je pense. Non, c'est pratiquement pire. Puis, oui, effectivement, parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y a le code criminel qui vient régir tout ça, mais il y a aussi le code de la sécurité routière. Ah bon? Donc, oui, c'est vrai, vous faites bien de le mentionner. C'est une infraction criminelle. Oui, effectivement. Donc, de refuser... Si c'est nécessaire de le rappeler aux gens, c'est criminel de conduire. Alors, il y a le code criminel qui vient légiférer sur le fait que tu ne peux pas conduire avec les facultés affaiblies, soit par la drogue ou l'alcool. Tu ne peux pas conduire avec plus de 0,08 d'alcool dans ton sang. Tu ne peux pas refuser d'obtempérer un ordre d'un agent de la paix, c'est-à-dire que si le policier te place en état d'arrestation et te dit « Bon, bien moi, je vous demande de souffler dans l'appareil », que ce soit au niveau de l'appareil de détection approuvée au véhicule ou au poste de police, quand la personne comprend clairement l'ordre, comprend ce que ça veut dire, le policier s'en est assuré et la personne refuse, ou signifie un refus parce ça peut être dans son attitude qu'elle finit par refuser, bien, à ce moment-là, c'est une accusation criminelle également. Donc, c'est différentes situations où, dans un contexte où on se fait arrêter pour une faculté affaiblie, il y a des conséquences quasi-judiciaires. Il y a des sentences minimales qui peuvent s'appliquer, entre autres pour ce qui est de la conduite avec les facultés affaiblies, le taux d'alcool. Puis, parallèlement à ça, il y a des conséquences au niveau du gouvernement du Québec avec la Société d'assurance automobile du Québec. Dans le cas qui nous occupe, dans un cas semblable, quelqu'un qui aurait 0,12, là, même si ça dit « Ouais, mais je n'avais pas beaucoup... Tu as dépassé la limite. Bon, 1. 2, on entend jugement, le juge ordonne la confiscation, suspension du permis de conduire pour 3 mois. Oui. Ça, c'est ça? En fait, il y a deux... pas les sentences? Il y a deux volets à tout ça. Donc, il y a une situation, si on se parle du moment où la personne est déclarée coupable, donc elle passe à la cour à ce moment-là, elle plaide coupable. Ce que le juge va faire, c'est qu'il va, lui, simplement dire « Je vous ordonne de ne pas conduire ». Donc, c'est une ordonnance d'interdiction de conduire durant généralement 1 année. Pour la première infraction, parlons d'un cas de base, donc la personne n'a pas d'antécédents en semblable matière, le taux est, somme toute, dans la moyenne, je veux dire, acceptable, si c'est ce que je peux dire. Mais, donc, c'est pas complètement sous. Là. Non, effectivement, la personne a pris un verre de trop. Bien, à ce moment-là, c'est vraiment une sentence qui est minimale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Code criminel prévoit des sentences de base. Donc, toute personne au Canada va commencer avec une amende de 1 000 $ minimum et une interdiction de conduire d'1 année minimum. Ah, c'est à la cour qu'on interdit pas, je pense. Oui. Justement, c'est pour ça que je voulais préciser, j'avais l'impression que le tribunal confisquait pour 3 mois ou interdisait 3 mois, puis la société de l'assurance, la SAC, elle disait non, tu perds ton permis de façon... Ça peut arriver, mais ça dépend des cas. Donc, à la base, c'est la sentence que le juge donne. Ensuite de ça, ce qui est prévu dans le Code criminel, c'est qu'après
les 3 premiers mois oui. d'interdiction de conduire totale, donc absolue, il est possible pour l'individu de faire poser dans son véhicule l'éthylomètre, donc la balloune. Alors, c'est comme ça qu'on l'appelle généralement. Donc, on peut mettre ça dans son véhicule à ce moment-là, le faire installer, l'entretenir, c'est des frais et tout ça, mais ça nous permet de conduire un véhicule pendant l'ordonnance d'interdiction imposée par la Cour criminelle. Puis il y a des conditions, là. C'est pas aller chercher mes enfants le soir, me promener, aller chez c'est pas la même chose que permis restreint. Ça, OK, c'est une bonne bon, bien là, question. je vais vous laisser, je ne veux pas vous écarter du sujet. Donc, l'éthylomètre. Oui, l'éthylomètre. Alias la balloune, exact. qui est dans l'auto. On fait installer ça, puis je peux conduire. N'importe quand. Et j'entendais récemment quelqu'un s'en plaindre, mais j'avais dans ma tête de, c'était à toi de ne pas boire quand tu conduisais. Mais il s'en plaignait parce qu'il semble-t-il que de façon aléatoire, l'appareil peut vous demander de souffler. Stop, on va souffler. Effectivement, c'est pour ça que c'est particulier. Donc, c'est pas quelque chose qui est plaisant et agréable, c'est quelque chose qui est coûteux parce que l'installation coûte des sous, c'est une location également et on doit payer pour l'entretien de l'appareil. Il arrive effectivement à tout moment, on attend une lumière, l'appareil va nous demander de souffler et si on le fait pas, bien l'auto démarre pas. Donc, c'est assez particulier comme situation. Okay. Et cet appareil-là détecte l'alcool, pas juste en fonction des taux permis par la loi, elle détecte l'alcool tout court. Donc, dès qu'on a bu une gorgée, l'appareil pourrait le détecter, puis il ne fonctionnera pas. Donc, c'est ce qui est particulier, effectivement. Et tantôt, je disais de façon administrative, le gouvernement intervient. Là, la nuance entre les... Bien, je voudrais revenir. Est-ce que c'est encore nécessaire de rappeler aux gens que c'est criminel? On a un véhicule, une masse qui pèse des tonnes. Lâcher lousse sur la route, il y a encore des gens qui... C'est sûr que c'est ce que les juges vont rappeler. Hein, je ne veux pas faire la morale. C'est correct. Mais je ne veux pas faire la morale, mais c'est ça pareil. C'est correct de le penser parce qu'effectivement, c'est ce que les citoyens les personnes accusées vont se faire dire à la cour. Le juge est généralement pas sans rappeler que la personne a couru des risques, non seulement pour elle-même, mais pour les autres aussi. Parce que si elle avait frappé quelqu'un, on n'en serait pas à 1 000 $ d'amende, puis il y aurait des conséquences et sur la personne accusée, mais et sur la famille des victimes également. Donc, c'est sûr que c'est un pensez-y-bien. Et là, vous avez mentionné, c'est pas la même chose que l'interdiction de conduire. Non. En fait, il y a une nuance, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des restrictions dans le permis. Ça, c'est une notion de permis restreint. Il existe des permis restreints, c'est la SAC qui le prévoit, lorsqu'on a perdu, en fait, qu'on a accumulé trop de points d'inaptitude selon notre permis. Là. Donc, quand on a un permis à 15 points, si on arrive à 15, on perd notre permis de conduire. Là, on le perd pour 3 mois et là, on peut avoir le droit à un permis restreint dans l'exécution de nos fonctions de notre travail. Donc, ça, c'est des plages horaires particulières, il y a des conditions particulières. Pour ce qui est du permis restreint, on va l'appeler comme ça, à cause de l'alcool au volant, bien, c'est un permis qui n'a pas de limite, simplement que tu dois conduire le véhicule qui est équipé de l'éthylomètre durant cette période-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SAC, elle, va amener d'autres mesures à travers tout ça. OK. Je veux juste revenir parce que c'est pas clair non plus pour moi. Donc, je plaide coupable, j'ai une interdiction pendant 3 mois qui est complète. Arrivé dans 3 mois, je fais installer l'appareil, je peux conduire. Ça, c'est le code criminel. Le code criminel. C'est traité au criminel. Exact. Là, maintenant, on aborde... Est-ce qu'il y a un impact avec l'administratif? Ce qui va arriver avec la Société d'assurance automobile, puis je le répète encore, c'est dans un cas de faculté affaiblie avec un taux qui est en bas du double, c'est important de le préciser, et d'une personne qui n'a pas d'antécédent. Donc, ce qui va arriver, c'est que la Société d'assurance automobile va envoyer des communications par courrier à la personne et va inviter cette personne-là à se soumettre à une évaluation qu'on appellera l'évaluation sommaire. C'est comme ça qu'elle est expliquée, mais c'est une évaluation sur nos habitudes de conduite et de consommation alcool stupéfiant. La personne va devoir débourser un montant qui est autour de 300 $ pour s'inscrire à cette évaluation-là et il va devoir se déplacer dans un centre des dépendances, donc rencontrer une personne spécialisée en traitement des dépendances qui est affiliée avec la Société d'assurance automobile. On va faire le profil de la personne, donc l'âge, le sexe,
parents, adolescents, dans la vingtaine, bien, j'ai dit adolescents, j'aurais dû dire 18 ans et plus, là, mais jeunes adultes, femmes, hommes, emploi, stabilité, on va évaluer tout ça. Et on va également faire passer un test à choix de réponse à cette personne-là. Pour savoir, bon, ben à quand remonte la dernière consommation, etc. Pour vérifier, en fait, si la personne a développé des stratégies aussi. Je sors avec mes amis, est-ce que j'ai un plan B pour ne pas reprendre mon véhicule? Ouais. Aller voir à quel point la personne a eu sa leçon, à quel point c'est un événement isolé. Donc, cette évaluation-là peut permettre de cibler les gens qui ont un problème de consommation d'alcool aussi, qui ont une certaine immaturité par rapport à la conscience de la sécurité du public face à l'alcool au volant. Quand on réussit cette évaluation-là, ça vient dire que notre permis va redevenir normal, va redevenir valide à la fin de l'interdiction que le juge aura imposée. Quand on échoue cette évaluation-là, par contre, là, ça devient un peu plus compliqué. Oui, j'imagine. Parce que là, la SAC va nous demander de se soumettre à une évaluation complète de nos habitudes de consommation et de conduite. Mais je vous interromps, là, c'est pas tentant de tricher un peu, là, quand on... Peut-être. Quelqu'un de normalement constitué, si on vous dit combien de consommation vous prenez, dis-moi, 2, 3 par semaine. J'imagine qu'il y a des questions, qu'il y a des façons de faire dans le test qui font qu'ils sont capables de cibler tout ça. J'imagine qu'ils ont des stratégies, eux, pour s'assurer de piéger les gens qui ont voulu mentir. Mais c'est bon, c'est un premier filet qui existe à ce moment-là. C'est ça. On essaie de discerner, d'identifier ceux qui peuvent être problématiques. Il peut arriver quand on est soumis à l'autre évaluation, à l'autre étape, celle-là est beaucoup plus coûteuse, elle est autour de 700 $. Ça, c'est si j'ai dépassé le double? Bien non, bien, en fait, c'est si on a échoué. Ah, d'accord. L'évaluation sommaire, première affaire. Effectivement, si on a dépassé le double, on devra se soumettre aussi à cette évaluation-là. Quand on a dépassé le double de la limite permise là, et qu'on a plaidé coupable à cette accusation-là, donc à celle du taux d'alcool, la SAC va agir avec nous comme si on était un récidiviste et non comme si c'était une première infraction. Alors, la SAC va en fait surveiller notre permis de conduire durant plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à une période de 5 ans en tout, où on aura l'éthylomètre dans notre véhicule et on devra se soumettre... Oui, effectivement. Et on devra se soumettre à des évaluations. Ma surprise n'est pas négative, là. Ma surprise, c'est pas... Oh non, non, je comprends. Pas mais, de, en fait, pas de pardon pour ça. Il y a cette situation-là. Si on a à passer l'évaluation complète et qu'on l'échoue, mais effectivement, ça prolonge aussi la suspension de permis de conduire pour plus d'une année encore. Alors, c'est pas parce que le juge dit une année que c'est ce qui va se passer dans les faits. OK. Le permis restreint, vous avez abordé le sujet tantôt, là. Le permis restreint, il faut se présenter au tribunal. Je pense qu'il y a un formulaire qui est disponible, puis les gens se présentent devant un juge, expliquent leur situation et doivent convaincre. De documentation, j'imagine. J'apporte un document de mon employeur qui atteste que je fais de la livraison, telle heure et telle heure, tel endroit. Donc, si je me retrouve à Québec un samedi, je serais mieux d'être dans mon camion de livraison que dans mon véhicule. Qu'est-ce qui arrive si on est mon Dieu, j'allais dire intercepté, arrêté en conduisant pendant la période de permis restreint, mais pour les points d'inaptitude, c'est ça votre question? Les deux. Là, l'alcool aussi. En fait, si on part du volet point d'inaptitude, parce que ça, c'est pas criminel, OK? Donc, le fait d'être intercepté en dehors des conditions permises par le permis restreint, ça va faire en sorte qu'on a des conséquences... administratives. Oui, effectivement, avec notre permis de conduire, des constats d'infraction, donc des amendes à payer, mais ça ne constitue pas des casiers judiciaires. On n'en est pas là. Et ça, c'est important. Oui, effectivement. Le criminel, casier judiciaire, là, je me disais, ici, à Saint-Jean, on est près des lignes américaines. Oui. Alors, si je veux entrer aux États-Unis, ils le savent, ils me posent la question. Moi, je me souviens pas de me faire poser la question. Mais oui, si on nous pose la question et qu'on a un casier judiciaire, il faut le dire, parce que sinon, ça constitue une fausse déclaration. J'ai un casier judiciaire. On ne se pense pas criminel. Mais si vous dites ça, j'ai vu des gens me dire ils ont sorti quelque chose qui s'était passé, donc ils ont accès à des informations. Je leur en tiens pas rigueur. Encore là, je fais ni la morale, je commande pas de façon positive ni négative. J'essaie d'être neutre. Oui.
Mais si j'arrive aux douanes, puis on me demande si j'ai un casier judiciaire, il faudrait que je lui dise j'ai été arrêté en 1984 pour faculté affaiblie, mais j'ai pas d'autre chose. Non, effectivement. Je pourrais avoir un problème. Bien, oui. En fait, le douanier a la discrétion. OK? Donc, chaque pays décide qui veut bien faire entrer dans son pays. Là. Donc, c'est ce qui est particulier. Je peux vous dire, quand on va s'informer par rapport aux douanes américaines, aux règles des casiers judiciaires, il y a certains types d'infractions qui font en sorte qu'on ne pourra pas aller aux États-Unis, qu'on va se faire refuser l'entrée. Entre autres, il y a les crimes contre la personne, alors de la violence contre les individus et des crimes par rapport aux stupéfiants. Donc, il peut arriver que même si on a un casier judiciaire pour une faculté affaiblie, donc une conduite avec les facultés affaiblies, qu'on puisse aller aux États-Unis quand même, mais c'est important de ne pas mentir à la douane. Je ne peux pas m'empêcher de dire arme prohibée, il va me demander laquelle. Ouais. Si je dis c'est un AK-47, pas de problème, vous ouais, pouvez entrer. Là, vous ne l'avez pas avec vous, vous pouvez entrer, mais bon. On ne se prononcera pas sur celle-là. Non, mais on a une collègue qui a pratiqué à Saint-Jean, qui a vécu au Nouveau-Mexique pendant un an, et qui m'avait dit Serge, les gens là-bas ont leurs armes dans la boîte du pick-up, dans la vitre derrière le conducteur, là, des armes, puis ils sortent avec. Hein? Oui, c'est ça. C'est une autre. Vraiment. Ça, faculté affaiblie, conduire faculté affaiblie, armé jusqu'aux dents dans son véhicule, ça rend les gens plus à risque un peu. Donc, sans vouloir faire la morale, mais on parle de fait, si je conduis avec les facultés affaiblies, je me fais arrêter, je suis reconnu coupable ou je plaide coupable, il y a des conséquences sur les assurances, il y a des conséquences sur notre permis de casier judiciaire, une foule de choses. Oui, effectivement. Et les gens... je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Les gens pourraient dire pourquoi je vais aller plaider coupable, puis c'est assez standard, ou pourriez dire aux gens au moins consulter avant d'y aller? Bien, oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a du cas par cas. Je vous ai parlé des sentences minimales, mais il y a des facteurs quand on étudie la preuve, donc quand on regarde les faits entourant l'histoire, entourant la conduite avec les facultés affaiblies, il y a des circonstances parfois qui peuvent être aggravantes aux yeux du tribunal, et ça, le citoyen ne peut pas nécessairement le savoir, ne peut pas nécessairement le prévoir. Il sera trop tard pour... Oui, et le juge n'a pas le droit de donner de conseils. Donc, quand la personne se représente seule, elle dit, bien moi, je veux régler, j'ai pas besoin d'avocat. Et là, elle ne le savait pas, mais finalement, elle a soufflé en haut du double de la limite permise. Il va y avoir plein de conséquences qu'elle ne saura jamais. C'est déjà terminé. Oui. Ce qui fait qu'on conseille aux gens d'aller consulter. C'est une consultation. Ça ne coûtera pas si cher que ça. Et puis, ils sauront si c'est le bon moment de faire ça tout seul ou si, nécessairement, ils ont peut-être besoin d'accompagnement. Effectivement. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. On a hâte de vous retrouver à une prochaine émission. Mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine. Et merci, Mad Dion. Merci d'avoir été avec nous. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.